Merci d'être resté avec nous. Ne pas oser dire non, être incapable de prendre la parole en public, douter constamment de ses capacités, autant de signes qui cachent un manque de confiance en soi, un problème qui constitue le premier motif de consultation chez le psy. Comment expliquer que certains en souffrent plus que d'autres? De quelle manière ce manque de confiance en soi se manifeste-t-il? En quoi consistent les thérapies? Pour répondre à toutes vos questions, le docteur Frédéric Fanget, bonjour. Bonjour Maria. Psychiatre, psychothérapeute, auteur de plusieurs ouvrages sur ce sujet, dont Oser, thérapie de la confiance en soi. C'est chez Odile Jacob dans la collection Poche. Et puis avec nous pour témoigner, Géraldine Dormoy, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, vous êtes blogueuse. Alors on va reprendre votre histoire. Vous étiez une enfant sérieuse, pas timide mais très réservée. Plutôt réservée, oui. Et c'est à l'adolescence que ça s'est gâché. Gâché, je ne sais pas, mais en tout cas, ça s'est compliqué et qu'il y a des choses qui se sont manifestées. C'est-à-dire que à l'adolescence, il y a des choix professionnels qui doivent être faits. On doit choisir des études, on doit parler avec des garçons si on est attiré par les garçons. Et ce genre de choses ne s'est pas révélé très facile pour moi. J'ai mis beaucoup de temps à trouver ma voie professionnelle. J'ai fait une école de commerce parce que c'était ce qui semblait le plus simple, mais ce n'était pas forcément ce que j'avais envie de faire. Mais vous doutiez de quoi en vous? Je doutais de beaucoup de choses, c'est-à-dire que je me mettais des barrières. Je me disais que... je me demandais toujours, est-ce que je serais capable de... Je pense que c'est une phrase qui doit revenir beaucoup chez les gens qui n'ont pas confiance en eux. Il n'y avait aucune spontanéité. À chaque fois que vous deviez faire quelque chose, vous vous posiez la question, est-ce que je vais être capable? Alors que dans la vie, en général, on peut faire les choses et puis on verra, on voit après. Non, moi non. Non, mais c'est surtout que c'était dans des domaines particuliers, en tout cas. On s'imagine des choses et on s'enferme dans des peurs. J'avais peur de beaucoup de choses et il y avait des peurs qui étaient telles qu'elles me paralysaient. Et donc, au fond de moi, je devais avoir envie d'être journaliste, mais j'ai mis des années à le devenir. Je n'ai pas fait de formation pour ça. J'avais une passion pour la mode. Pendant des années, je me suis dit que la mode, c'était trop futile. Je connaissais personne dans ce milieu, j'y arriverais jamais. Bon, il a fallu arriver vers la trentaine pour que tout ça se décoince avec de l'aide. Vous trouviez les autres mieux que vous? Ah oui, toujours, parce que le gros problème avec la manque de confiance en soi, c'est qu'on se compare. On est dans la comparaison permanente et si on commence à se comparer, il y a toujours des gens qui sont mieux que vous. Oui, mais vous trouviez tout le monde mieux que vous. En tout cas, je me comparais à des gens que j'estimais bien meilleurs que moi. Et ça, là encore, on peut s'enfermer là-dedans très facilement. Et un des signes que vous avez eu, vous l'avez compris qu'après, c'est que vous avez été boulimique. J'ai eu des troubles du comportement alimentaire. Des compulsions, quoi, alimentaires. Voilà, des compulsions, c'est-à-dire que je mangeais des grandes quantités, je ne me faisais pas vomir, mais je mangeais beaucoup. Ça calmait une anxiété, ça calmait, voilà, complètement, mais de courte durée, parce qu'en fait, il y avait aussi la construction de l'image de soi, quand on est une fille, qu'on aime la mode, on lit beaucoup les magazines, et je ne voyais que des mannequins très minces, je ne voyais que des articles qui me disaient que je serais beaucoup mieux si j'étais plus mince. Et ça, paradoxalement, ça donne envie de manger parce qu'on sent l'interdit, le poids de l'interdit. Et là encore, il a fallu démonter tout ça pour aller mieux. Alors, ce qui est important, c'est que parfois, il y a des gens qui ont un manque de confiance ou d'estime parce qu'il y a eu des traumatismes dans l'enfance, le dernier d'une fratrie, humiliation, dévalorisation permanente, t'es nul, t'y arriveras jamais. Vous, c'est pas le cas du tout? Pas du tout. Moi, j'ai été élevée dans une famille très aimante, par des parents qui s'aiment toujours, avec une sœur que j'aime beaucoup. Je pense qu'il y a... J'ai essayé d'analyser ça et je pense qu'il y a plusieurs facteurs, mais le premier, c'est que c'est constitutif d'une personnalité. C'est que j'ai un enfant de 5 ans et je vois bien qu'il n'est pas comme moi je devais l'être. C'est pas parce que vous lui dites tout le temps qu'il est beau, qu'il est intelligent et qu'il est plus fort? Non, j'essaye au contraire de préserver cette espèce de joie de vivre naturelle qu'il a, alors que moi, je crois que j'étais d'un tempérament assez anxieux. Je me souviens de ma mère me disant qu'une prof de collège lui avait dit « Oh bah Géraldine, on a l'impression qu'elle a toute la misère du monde sur son dos ». Et bon, je devais avoir quelque chose qui... je pense que je suis née un peu comme ça, à être anxieux. Constitutif chez vous. Après, il y a d'autres facteurs. On va continuer votre histoire et savoir comment vous en êtes sortie. Puisque si vous êtes là, c'est quand même que vous en êtes pas mal sortie, clairement. Oui. Mais Anne-Sophie demande qu'est-ce qui fait que l'on manque de confiance en soi? Est-ce que c'est constitutionnel ou est-ce qu'il y a des raisons?
Alors, il y a les 3 raisons. À propos du constitutionnel, Géraldine a raison. Jérôme Kagan a fait des belles études sur les enfants en très bas âge et a montré une sensibilité particulière à l'étranger, même à un jouet inconnu, par exemple, qui faisait peur à certains enfants, pas à d'autres. On connaît tous ça, même dans les fratries, on voit bien qu'il y a des enfants qui ont un tempérament qu'on appelle inhibé, un tempérament inhibé, que n'ont pas d'autres enfants. Ceci dit, la constitution n'est qu'un facteur de prédisposition. Le facteur génétique n'est pas le seul. Alors, ce n'est pas le cas de Géraldine, mais dans beaucoup de cas, quand même, on a des facteurs éducationnels. Alors, soit des éducations un peu oppressives, des problèmes d'autoritarisme, soit au contraire des éducations plutôt couvées, mais ça donne de l'anxiété en général. Et puis, la troisième chose, c'est ce qu'on appelle les traumatismes de cours d'école, qui sont assez fréquemment rencontrés, c'est-à-dire des enfants qui, justement, déjà avaient ce qu'elle a appelé un tempérament réservé, c'est ce qu'on entend tout le temps, et qui, face aux petites agressions de la cour d'école, se renferment, n'arrivent pas à répondre, il manque d'affirmation de soi. Donc, petit à petit, comme ça va se constituer. Et puis, ça continue avec ce qu'elle expliquait sur l'adolescence, les premiers passages au tableau, où finalement, on va avoir peur, on va être anxieux, les premières rencontres avec amoureuses qui se développent, etc. En fait, il faut comprendre que le manque de confiance en soi, c'est une constitution progressive comme ça. Une exception, les traumatismes, par exemple, un viol, chez une femme qui avait parfaitement confiance en elle jusqu'à maintenant, peut déclencher un manque de confiance en soi. Mais ça, cette deuxième étiologie, cette cause traumatique, c'est moins de 10% des cas qu'on rencontre. Alors on a vu que Géraldine faisait très attention à laisser son enfant de 5 ans s'épanouir. On nous demande, peut-on transmettre son manque de confiance en soi à ses enfants, Sandrine? Par imitation de modèle, oui. C'est-à-dire que l'enfant va avoir un manque de confiance en nous. Ceci dit, c'est pas pour ça qu'il va suivre le même sort que nous, puisqu'il peut avoir, comme le disait Géraldine, un tempérament beaucoup plus affirmé. Et puis, il vit pas dans le même monde que nous. Hein. Nous, on a manqué de confiance en soi il y a 20 ans ou 30 ans quand on est né, et notre enfant, il vit dans un monde différent. Je pense qu'on a quand même un monde moderne qui facilite mieux la prise de confiance en nous. L'enfant a une place quand même dans les familles qui est tout à fait différente il y a 1 ou 2 générations. Est-ce que j'imagine que vous en avez parlé avec vos parents, si jamais vous n'avez pas assez de souvenirs, mais est-ce que vous aviez plutôt des parents qui vous valorisaient ou pas? Oui, j'avais des parents qui me valorisaient, mais je pense qu'il y a quelque chose effectivement de générationnel, où moi je suis née en 76, donc dans les années 70-80, je pense que mes parents n'étaient pas obsédés comme on peut l'être maintenant, comme moi je le suis avec mon enfance, sur cette question de confiance en soi. Ils avaient envie c'était des années de libération de la femme, ils avaient envie qu'on soit indépendante, qu'on ait un métier qu'on aime bien, qu'on soit épanoui évidemment. Mais la confiance en soi, comme on l'aperçoit aujourd'hui, je crois que c'est une obsession. Non, pas du tout, ils n'en étaient pas là. J'ai une voix qui porte peu et il m'arrive de balbutier lorsque je prends la parole au sein d'un groupe. Comment y remédier? Clara nous pose la question. Alors si avoir confiance en soi n'est pas forcément inné, ça peut néanmoins se travailler. Marie Guyot et Héloïse Mallet ont assisté à une formation sur la prise de parole en public, justement. Donc les objectifs rapidement de cet atelier, on va voir ensemble toutes les techniques de prise de parole en public, les techniques de gestion du stress. Si ces personnes sont réunies aujourd'hui, c'est pour développer leur confiance en elles. J'ai cessé de travailler il y a 15 ans pour élever mes enfants, donc je ne suis plus vraiment dans le monde du travail. Et j'ai beaucoup de mal maintenant à trouver ma place. Donc j'ai perdu beaucoup de confiance en moi. J'arrive à peu près à m'exprimer, mais je sens souvent la boule dans la gorge, l'émotion qui me gagne, le cœur qui bat. Pendant toute une journée, cette professionnelle de la communication va leur donner une série d'outils, à commencer par une astuce pour vaincre son stress. Vous allez prendre 2 doigts et aller masser là, bien profondément. Donc ça, c'est un point d'acupuncture pour gérer son stress. Vous devez prendre la parole en public. Vous savez que dans 2 personnes, c'est à vous. Sous la table, vous appuyez. Hop, ça peut vous empêcher de rougir, que le stress monte beaucoup. Le but de cet atelier, c'est, comme il l'indique, d'apprendre à parler en public, mais surtout d'enlever toutes ces peurs, ces croyances. Je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas capable, je ne peux pas répondre si je ne connais pas la réponse. C'est de faire sauter tout ça, de donner confiance à travers des outils pratiques qu'ils pourront mettre en place rapidement. Cadres, entrepreneurs, salariés en reconversion professionnelle, tous cherchent des solutions pour vaincre leur timidité. Je vais compter jusqu'à 3. Je vais vous demander de soulever Sophie. 1, 2, 3. L'une des clés de la confiance en soi, c'est de croire en ses objectifs. Ok, un petit truc. Très bien. Bravo. Maintenant, je vais vous demander de fermer les yeux et de vous concentrer sur Sophie et sur votre volonté de réussir à la soulever. Élodie encourage les participants à dépasser leur peur de l'échec.
Et on expire. En place. Vous y retournez. Hop, les 2 doigts comme ça. 3, vous la soulevez. Et visiblement, ça fonctionne. Des pauses, ok? Du silence, le regard. Pour mettre en pratique tout ce qu'ils ont appris aujourd'hui, les stagiaires passent à l'exercice difficile de la prise de parole en public. Là, je suis en train de paniquer. Bonjour, je m'appelle Stéphanie. Je suis d'origine mauricienne. J'ai un peu l'impression qu'il y a un petit poids qui s'est enlevé. Même un gros poids qui s'est enlevé. Et je me sens un petit peu plus détendue. Me dire que je peux y arriver, quoi. Eh bien, bonjour à toutes. Merci d'être là. Donc, je vais essayer de me présenter le plus succinctement possible. Parfois, on est déstabilisé, on manque de confiance et donc on perd ses moyens et on n'exprime pas tout son potentiel. L'exercice où j'ai dû m'exprimer devant plusieurs personnes, là, je sens que j'ai franchi un palier, indéniablement. Donc on a senti la différence. Là, vous étiez avec nous, hein, nous donner envie. Pour Yannick et les autres, il ne reste plus qu'à mettre les conseils d'Élodie en pratique. Des conseils qui leur auront coûté 95 € la journée. Alors, ça peut être efficace, ça, sur une journée? Je pense que ça a l'intérêt de montrer aux gens que la thérapie de la confiance en soi est une thérapie de l'action. Ça peut sûrement. Alors, la prise de parole en public, c'est quand même un symptôme extrêmement fréquent. Il y a 60% des gens qui ont peur de prendre la parole en public. Alors, ça ne résume pas, bien sûr, les problèmes d'estime de soi plus lourds qu'on rencontre en clientèle et où là, on va devoir faire des thérapies plus poussées que ça. Mais ça a l'intérêt, en tout cas, de leur montrer que. Elle expliquait bien, Géraldine, c'est la pensée qui nous freine. On se dit, je ne suis pas capable de. Ça a l'intérêt de les faire passer à l'action. Alors après, je ne suis pas sûr que ce soit des méthodes validées, à long terme, en tout cas, sur l'efficacité à long terme. Mais on a des thérapies comportementales et cognitives qui, elles, le sont, en tout cas, sur la durée. Géraldine, vous, il a fallu une analyse de longues années. Oui, une psychothérapie pour arriver à aller mieux. Et je continue d'ailleurs. Oui. Ça fait 15 ans que ça dure et ça m'apporte tellement que j'ai envie de continuer. Je trouve que c'est vraiment dans un cabinet de psy qu'on peut poser ses valises et aller explorer ses peurs en profondeur. Moi, j'ai jamais eu de problème de prise de parole en public et pourtant, il y avait des problèmes bien plus profonds que ça et qui méritaient d'être creusés avec plus de temps. Mais vous n'aviez pas que le problème de prise de parole en public, c'était un problème de confiance en soi beaucoup plus général chez vous. Voilà, qui se manifestait plus par les troubles du comportement alimentaire. Après, c'est des symptômes, bien sûr. On va revenir sur votre histoire. Victime de discrimination à l'embauche, au RSA et rejetée par ma famille. Comment avoir confiance en moi, dit Dominique. C'est vrai que quand il y a beaucoup de choses comme ça qui s'agglutinent autour de vous, ça devient compliqué. Alors, on prend en charge ce genre de problème avec beaucoup de patience et de persévérance. Il faut revenir, je crois, aux valeurs de la personne, à ce qui est important pour elle, pour avoir un chemin, une direction et faire un programme pas à pas extrêmement progressif. Il faut bien insister sur le fait que la confiance en soi, c'est pas tout ou rien. C'est pas j'ai confiance ou j'ai pas confiance. C'est un continuum. On va se promener avec un curseur autour de ce continuum et dans un cas comme celui-là, on va commencer à dire quel est le premier objectif, quel est le premier pas qu'on peut faire pour gravir cette montagne. C'est une course de fond, hein, la thérapie de la confiance en soi. Mais on peut tout à fait prendre en charge ce genre de problème. Géraldine, il y avait quand même, en dehors des troubles de comportement alimentaire, un vrai problème dans votre vie sociale et affective. Vous aviez du mal à aller... J'avais pas de copains alors que j'en voulais un et que toutes mes amies en avaient et que je voyais leur vie se construire et moi, je voyais que ça bloquait. Donc c'était... Pourquoi vous l'analysez comment à Parce l'époque? que j'estimais que j'étais pas aimable. Quand on entend Géraldine dire ça, c'est quoi la différence entre le fait de ne pas avoir confiance en soi et ne pas avoir d'estime de soi? C'est quoi la nuance? C'est la tyrannie envers soi-même. Vous voyez, elle est tyrannique, elle se disait, elle se condamnait elle-même. En fait, on est notre pire ennemi dans le problème de confiance en soi. Et effectivement, les gens qui ont des gros problèmes d'estime de soi, c'est le jugement global. C'est je n'ai pas de valeur. Et ils ont cette voix permanente qui les dévalorise, et qui, au bout d'un moment, les empêche d'agir, effectivement. Et puis, il y a l'analyse et Marc est arrivé. Et le futur mari quand même, qui vous a donné confiance en vous. Oui, complètement. Ça compte énormément de trouver l'amour dans toute cette histoire. Oui, c'est quelqu'un qui a
immédiatement, dès nos premières rencontres, vu des choses que moi-même j'avais du mal à m'avouer et qui a cru en moi et qui m'a permis de m'accompagner et qui continue à le faire des années et des années après. Et qui vous a permis de changer de métier? Voilà, il a aussi eu un rôle de mentor, puisque je n'avais pas eu cette formation de journaliste, mais qu'il y avait une envie qui montait. Lui, il l'était depuis longtemps, et c'est lui qui m'a aidée. Comment avoir confiance en soi face à des gens qui vous déstabilisent? Comment faut-il les affronter, demande Claudine. Alors là, c'est le rôle de l'affirmation de soi. C'est encore un autre domaine, c'est-à-dire comment je réponds aux critiques, comment je réponds aux messages négatifs. Il y a tout un domaine qui est l'affirmation de soi, qui est très codifié avec des techniques très efficaces. Il faut apprendre à s'affirmer, parce que sinon, on peut vraiment se faire détruire. Oui, mais les personnes qui n'ont pas confiance sont des cibles idéales. Ah, exactement. Alors, ce sont des cibles idéales, donc il faut à tout prix qu'elles arrivent à répondre à ce genre d'agression. Alors, ce qu'on fait aussi quand elles doutent trop d'elles-mêmes, c'est qu'on leur apprend à répondre à leur propre autocritique, puisque j'insiste, les personnes qui manquent de confiance en elles, leur pire ennemi, c'est elles. Alors, c'est souvent révélé par l'autre en face, bien sûr, qui va les repérer, mais n'empêche que déjà, il faut par rapport à soi-même dire arrête de douter. Qu'est-ce qui te fait douter, au fond? Sois rationnel, reviens sur les faits. Pourquoi tu penses aujourd'hui que tu ne vas pas y arriver? Dans ce contexte-là donné, en fait, les gens se rendent compte que c'est une pensée générale permanente. De toute façon, tu n'y arriveras pas, je ne serai pas capable de, comme Géraldine le disait tout à l'heure. Est-ce que les timides ont tous un problème de confiance en soi? C'est pas exactement la même chose. On peut peut-être distinguer au moins 3 concepts différents. La timidité et l'anxiété sociale. L'anxiété sociale, c'est une maladie, c'est 3% de la population, avec la notion de l'évitement. C'est-à-dire, j'ai tellement peur du jugement de l'autre sur moi que je ne vais pas vers les autres. Là, c'est ce qu'on a, nous, dans nos cabinets. La timidité, c'est extrêmement répandu. Les personnalités introverties, parce qu'on peut parler d'introversion aussi, c'est 40-45% de la population. Les problèmes d'estime de soi, c'est ce qu'on appelle transnosographique dans notre jargon. C'est-à-dire qu'on a vu tout à l'heure que ça peut donner des problèmes de boulimie, ça peut donner des problèmes de dépendance, vous en parliez tout à l'heure, à l'alcool ou à d'autres choses, ça peut donner des dépressions, ça peut donner des burn-out, vous voyez. On est au niveau d'un pattern de personnalité, de fonctionnement global. C'est pour ça qu'il est important en psychothérapie, quelle que soit la demande, de dépister, quel que soit le trouble pour lequel le patient vient, de dépister un problème de confiance en soi. Vous le disiez, Michel, en présentant l'émission, c'est la première cause de consultation chez le psy. Encore faut-il aller le chercher. Bien sûr. Est-ce que l'hypnose peut aider à améliorer la confiance en soi? Alors parfois, la perte ou le manque de confiance en soi peut être lié à des traumatismes, on l'a entendu tout à l'heure. L'hypnose peut alors être une bonne solution. Reportage, Marie Guyot, Héloïse Mallet, Pierre-Luc Perrin. Vas-y, je t'en prie, tu t'installes. Bonjour, ça va? Bonjour, ça va. Alors, qu'est-ce qui me faut le plaisir de te voir aujourd'hui? Cathy a 35 ans. Elle est venue consulter cette hypnothérapeute il y a 1 an dans le but de retrouver confiance en elle. Depuis 4 ans, elle souffrait d'un problème intime et gênant. Du jour au lendemain, j'ai commencé à avoir des énurésies, donc pipi au lit le soir. Et là, quand ça vous arrive à 30 ans, forcément, panique à bord, parce que ça arrive aux enfants, ou ça arrive quand on est âgé. Et 30 ans, j'étais un peu jeune pour avoir ça. Cathy consulte plusieurs spécialistes, fait des examens, mais personne ne trouve de solution à son problème. Peu à peu, la jeune femme perd toute estime d'elle-même. J'avais peur des autres, j'avais peur du regard des autres. J'étais tellement mal avec moi-même et j'avais tellement peur finalement de ce qui pouvait se passer si je sortais, si j'expliquais, si je me justifiais que je préférais m'enfermer en fait. Cathy finit par se faire opérer, mais rien n'y fait. Elle décide alors d'aller consulter une hypnothérapeute. Quand tu viens ici, c'est pour faire un peu le ménage de ce qui a pu se déposer à ton insu même. Dès la première séance, des souvenirs lui reviennent. 6 mois avant le début de son énurésie, Cathy avait été agressée. Au travers de l'état hypnotique, il y a la possibilité de laisser émerger des souvenirs qui ne seraient pas revenus à la conscience lors d'un entretien de face à face, de mise au point, et qui tout d'un coup prennent sens en disant « mais bien sûr, ça, je l'avais oublié, occulté, enterré, je ne sais quoi », et tout d'un coup, ça revient comme étant un élément majeur de quelque chose de traumatique. Pendant les séances d'hypnose, on est revenu sur l'agression, et l'idée c'était de revivre l'agression pour m'amener à un scénario différent, à une finalité différente. Et du coup, le fait de revivre ça avec une finalité différente, inconsciemment m'a certainement rassuré. Et l'idée c'était que quelqu'un vienne m'aider au final.
pour accepter ce qui vient. Au fil des séances, Cathy reprend peu à peu confiance en elle et en son corps. Et son énurésie disparaît. Toutes les capacités, toutes les possibilités d'ouverture et d'épanouissement. Si chez Cathy le traumatisme a été clairement identifié, cela n'est pas toujours le cas. Au mieux de soi-même. La confiance en soi peut être entamée par une succession de micro-traumatismes qui remontent souvent à l'enfance. Parler en public quand on s'est fait un peu tenser par un prof lorsqu'on a pris la parole en classe ou par ses petits copains, eh bien reprendre la parole en public vis-à-vis dans une vie professionnelle, alors qu'on est compétent, qu'on a les qualifications, qu'on a les diplômes, eh bien on se retrouve émotionnellement dans l'événement antérieur et effectivement, tant qu'on n'a pas débloqué cet événement antérieur, eh bien on se retrouve dans une situation émotionnellement difficile à vivre. Aujourd'hui, je retrouve mes amis, je ressors, je souris. Un homme peut m'approcher, je ne vais pas avoir peur. J'ai retrouvé cette confiance en tant que femme. Aujourd'hui, je revis véritablement. Bien, et bien tu vas revenir là tranquillement. 4, 3, 2 et 1. Voilà, tu as quelque chose à dire? Comment ça s'est passé? Des images qui sont intervenues? Non, de stabilité et d'équilibre retrouvé en fait. D'accord, avec des sensations dans le corps? Oui, exactement. Dans les pieds, dans les mains. Dans les mains, voilà. Ouais. 5 séances d'hypnose minimum sont nécessaires pour reprendre confiance en soi. Il faut compter entre 80 et 150 € la séance d'1 heure. Et je te raccompagne. Alors Géraldine, il y a eu donc la rencontre avec votre mari, il y a le travail, il y a votre blog qui vous renvoie quelque chose d'extrêmement valorisant. Tout ça vous fait du bien, à un tel point que maintenant, parfois, c'est vous qui aidez les autres, qui les écoutez, qui les aidez. Il doit y avoir quelque chose qu'on intègre quand on est en thérapie depuis longtemps, qui fait qu'on se met en position d'écoute quand on a en face de soi quelqu'un qu'on sent qui a besoin de se confier. Et effectivement, je me retrouve souvent en position de coach et ça me convient très bien. J'aurais jamais envie d'en faire un métier. Mais c'est rassurant en même temps sur vous-même. Oui, je ne me l'explique pas complètement. Donc rassurant, je ne sais pas. Mais en tout cas, si moi je peux aider mon entourage alors que mon entourage m'a beaucoup aidé, et parfois les mêmes personnes, tant mieux. Isabelle dit qu'elle manque de confiance en elle, problème au travail, cancer, c'est dur de remonter la pente, même avec l'aide d'un psy. Que faire? Continuer? Eh bien, non, mais c'est compliqué parce qu'elle a quand même des choses difficiles apparemment quand même. Oui, c'est ça. C'est ça. Je crois qu'il faut continuer, persévérer. Je le disais tout à l'heure, la confiance en soi, c'est une course de fond. Je crois que le sentiment d'utilité que vient d'exprimer Géraldine avec l'aide qu'elle procure à travers son blog est quelque chose de très important. Si on peut se dire je suis utile à quelque chose. Donc ça peut être aussi en dehors des grands domaines dans lesquels on est traumatisé. Ça peut être par exemple, moi j'en vois beaucoup de gens faire de l'humanitaire, travailler avec des associations, avec d'autres gens, pour avoir ce qu'on appelle un rôle social. Quand on met par exemple au chômage, c'est extrêmement important de pouvoir se dire, d'abord pouvoir se lever le matin, aller vers les autres, de pouvoir se dire j'ai une utilité. Oui, alors justement, 3 millions de chômeurs en France, ça fait beaucoup de gens qui, au fil des mois ou des années de chômage, vont finir par perdre confiance. Oui. Et je vais même plus loin que vous, Michel. Je pense que chez les chômeurs, il y a beaucoup de gens qui sont chômeurs parce qu'ils n'avaient pas confiance en eux. Moi, j'ai des gens qui sont terrorisés par l'entretien d'embauche. D'ailleurs, en thérapie de groupe, on reproduit des entretiens d'embauche, on reproduit des examens oraux à l'école, etc. Je pense que le manque de confiance en soi, souvent pas diagnostiqué, peut amener des défaites sociales, professionnelles et amoureuses. Il y a beaucoup de célibataires. Et vous citiez les examens. C'est la période du bac, des écoles, les oraux, etc. C'est un handicap terrible aussi. Oui, c'est gênant. Mais on a des solutions, il faut consulter des médecins. On a des solutions ponctuelles aussi, parce que là, on parle du trac aux examens. Oui. Là aussi, c'est un phénomène très courant. On a les bêta-bloquants, par exemple. Le trac, parce que échéance, mais vous avez le manque de confiance en soi à l'oral, qui fait qu'on se dit on n'y arrivera jamais, on est en dessous de tout. On a incontestablement des gens qui ratent leurs études à cause du manque de confiance en soi. Et là, quand ils s'en rendent compte, il vaut mieux qu'ils consultent et qu'ils se prennent en charge sérieusement avec une bonne thérapie cognitive, par exemple. Merci beaucoup Frédéric Fanget. Je rappelle votre livre « Oser, thérapie de la confiance en soi » chez Odile Jacob Poche. Merci beaucoup Géraldine d'être venue témoigner.
Demain, dans Allo Docteur, on répondra à vos questions sur les traumatismes crâniens. Vendredi, il sera question des produits ménagers et de leur impact sur notre santé. L'émission étant enregistrée demain matin, on attend ces questions sur les produits ménagers et la santé dès à présent. Et un appel à témoins, Michel. Vous aviez souvent mal au dos, ce qu'on appelle aussi une lombalgie, que ce soit musculaire, tendineux, ça vous a beaucoup handicapé dans votre vie quotidienne, mais aujourd'hui vous avez trouvé des remèdes qui vous soulagent. Venez nous en parler sur le plateau, 01 58 88 85 21. Je pense qu'on va avoir pas mal d'appels sur le mal de dos. Oui, c'est sûr. Passez une bonne après-midi, on se retrouve demain, au revoir. Au revoir.